Il est candidat à la présidence de ce même parti, les Républicains, et puis évidemment, il observe l'actualité, il la commente. C'est avec nous qu'il va le faire ce matin. Julien Aubert est dans les studios du Figaro. Julien Aubert, bonjour. Bonjour Yves Tréhard. Le climat social se tend, non ? Oui, il se tend parce que de plus en plus de monde est dans la rue. Et ça pose la question d'ailleurs de la stratégie. C'est pas encore prouvé, mais on sent que les syndicats qui étaient plutôt assez conciliants comme Force ouvrière ou la CFDT haussent un peu le ton. Les retraités aussi. Les retraités. Et effectivement, ça pose la question. Les fonctionnaires. Oui, ça pose la question de la stratégie consistant à ouvrir plusieurs chantiers en même temps. Et aussi la question de la communication. On dit qu'on est ouvert au dialogue. Mais on voit quand même que ce dialogue fonctionne mal. Les quelques réformes économiques là dont il est question, c'est-à-dire, on va parler du budget après, hein, mais la réforme du Code du travail, la formation professionnelle, l'assurance chômage, c'est quand même des réformes que vous auriez pu ou dû faire, vous. On aurait dû les faire. La question ensuite, c'est de savoir s'il fallait débuter par ça. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on ne crée pas véritablement d'emplois. C'est pas en fusionnant. C'est pas en faisant une loi que vous créez des emplois. Non, mais en baissant les charges, on peut y arriver. Et donc je crois qu'en matière. Ils baissent les charges là aussi. Oui, mais je crois qu'il faut baisser les charges sur les emplois non délocalisables, c'est-à-dire principalement sur les emplois indépendants et commerçants. Oui. Plutôt que de faire cette réforme du régime social des indépendants qui, à mon avis, va leur porter préjudice. Et donc voilà, sur la stratégie économique, je ne suis pas certain qu'elle le réussisse pleinement. Après, il y a effectivement l'action sur l'investissement, qui est un bon signal, mais qui en même temps est gêné par ce qu'on fait sur l'ISF, qui, à mon avis, est une réforme, une demi-réforme. Alors, l'ISF, justement, là, on sent qu'il y a une grogne aussi qui monte, y compris dans les rangs de La République En Marche. Les signes extérieurs de richesse, il faut les taxer. Non, il fallait abolir l'ISF. Les chevaux de course. Il fallait abolir. On ne fait pas un impôt pour faire de la politique ou pour faire du symbole. C'est ce que fait M. Hulot en interdisant le pétrole. Il faut regarder les impacts économiques. L'ISF est un impôt débile qui coûte très cher à collecter. Il aurait fallu complètement le supprimer. Il fallait le supprimer totalement et pas dire que quand on possède un yacht, c'est moins grave que si on possède un immeuble. Pourquoi vous ne l'avez pas fait, vous, à la droite, avant ? On ne l'a pas fait parce que la droite est le chien de garde d'un temple qu'elle n'a pas construit. C'est-à-dire qu'elle aboie lorsqu'on construit le temple, lorsque la gauche construit le temple, et une fois qu'elle est devant, elle renonce à le détruire. C'est pareil d'ailleurs sur les 35 heures. Et c'est un symbole qui est lourd quand même, on le voit bien, puisqu'on a dit que Jacques Chirac en 1988 avait peut-être perdu l'élection présidentielle à cause de cela, parce qu'en 86 et 88, eh bien, l'ISF avait été, à l'époque c'était l'impôt sur la grande fortune, avait été aboli. J'avais 8 ans à l'époque, mais d'après ce qu'on m'a dit, oui. Et effectivement, je crois qu'il y a une forme de frilosité, parce que la droite n'est pas elle-même depuis un certain nombre d'années. Ah, vous le dites aussi, vous êtes comme Bernard Accoyer, la droite n'est pas elle-même. Oui, la droite... Elle n'existe plus, la droite, dans son discours. Elle s'est réduite, elle s'est rétrécie à une approche très restrictive, à mon avis, en économie, consistant à ne jamais mettre en doute la libre concurrence, ne jamais mettre en doute la notion qu'il fallait systématiquement flexibiliser. Je prends un exemple, la gestion des HLM. On retrouve chez Macron d'ailleurs la même idée. Il vous dit on fait tourner tous les 6 ans. Excellente idée en matière de bonne gestion, de réallouer les logements sociaux. Mais le capitalisme, il doit être humain, la société, elle doit être humaine, la politique économique, elle doit être humaine. Ma grand-mère a vécu pendant 35 ans dans un HLM. Le jour où elle perd son mari, si vous lui expliquez qu'elle va partir dans un T1 et vendre la moitié de ses meubles, parce que désormais il faut la reloger, je crois que c'est tout à fait inapplicable. Vous n'êtes pas de la droite libérale, vous, c'est sûr. Libéral au sens de Benjamin Constant et de Tocqueville, c'est-à-dire je crois qu'il faut libérer l'individu en baissant les charges, en lui permettant de créer, en évitant de le contrôler à toutes les instances de sa vie. Mais en même temps, je ne crois pas qu'aujourd'hui, dans un contexte mondialisé, la libre concurrence favorise les plus faibles. Je représente un département qui est très touché économiquement. Au contraire, on doit avoir des politiques où l'État agit de manière à faire de l'aménagement du territoire et de la cohésion nationale. Le budget, vous ne le voterez pas ? Le budget, je ne le voterai pas. D'accord. Est-ce que vous voterez les lois de ratification de la réforme du Code du travail ? Je verrai le résultat. Donc, vous savez, je suis un pragmatique. Comme je vous ai dit, je ne suis pas contre sur le principe, mais je crois que le timing n'est pas forcément le bon. Deux petites choses avant de passer à la présidence des Républicains. On sent qu'il y a une révolte des élus locaux à tous les niveaux, à tous les étages. Vous êtes au conseil régional de PACA. C'est justifié ? Évidemment. Mais, c'est justifié. Le problème, c'est qu'on a une décentralisation anarchique, où plus personne ne comprend rien. Ça, c'est pas Macron qui est responsable de ça. Non, à commencer par le citoyen, qui d'ailleurs ne vote plus aux élections. Et ensuite, on ne veut pas avoir un débat sur quel millefeuille administratif, quel millefeuille politique.
Avec le non-cumul des mandats, maintenant, vous avez des élus locaux qui peuvent même plus siéger au Parlement. Donc on va avoir un débat sur la landérisation, la fédéralisation de la France, avec des élus locaux qui diront donnez-nous la possibilité de lever l'impôt, la possibilité d'avoir de vraies responsabilités. Ouais. Et ce débat, il ne faut pas l'esquiver. Et ce que fait Emmanuel Macron, qui est de réduire encore les dotations, enfin, même s'il les gèle, il contractualise, en réalité tout ça c'est du pipeau. Il ne fait rien du tout. Et je crois qu'effectivement, ça pose un vrai problème politique. Il y a eu beaucoup de gabegie quand même. Il y a eu beaucoup de clientélisme de la part des collectivités territoriales. C'est vrai, vous le reconnaissez. Oui, tout à fait. Il faut mettre de l'ordre là-dedans. Oui, il faut mettre de l'ordre, mais pour cela, il faut donner aux exécutifs locaux la possibilité de faire des économies. J'étais vice-président en finances. Je suis persuadé que sur le statut de la fonction publique territoriale, il faut ouvrir le débat et permettre que pour l'avenir, les collectivités territoriales n'embauchent plus sous ce statut-là, mais sous des statuts de contrat de droit privé. Comme quoi, vous voyez, on peut être gaulliste et favorable à des solutions libérales. Alors, il y a eu un drame hier à Marseille avec 2 jeunes femmes qui ont été tuées par quelqu'un qui est probablement un terroriste islamiste. Il faut sortir de l'état d'urgence ? Non, on voit bien que l'opération Sentinelle a peut-être permis d'épargner des vies. Non, mais Sentinelle va être conservé. Mais est-ce que l'état d'urgence, c'est-à-dire un régime d'exception, d'une certaine façon, est-ce que ce régime doit être maintenu, comme le demande d'ailleurs Éric Ciotti ? Moi, je crois qu'il doit être maintenu dans la mesure où nous ne sommes pas encore capables de juguler le terrorisme sur notre territoire, comme malheureusement l'actualité d'hier le montre. Après, ça ne fait pas tout. On voit bien que dans le cas présent, c'était quelqu'un qui était rentré irrégulièrement sur le territoire, quelqu'un qui avait été plusieurs fois arrêté, relâché. Donc je crois qu'aussi il faut se poser la question de notre dispositif pénal et judiciaire. Surtout judiciaire. Oui, c'est un vieux débat, mais ça pose aussi la question de toute une série de conventions qu'on a signées, notamment la Convention européenne des droits de l'homme, qui empêchent parfois qu'on puisse avoir une réponse efficace. Il faut sortir de la Cour européenne des droits de l'homme ? Je crois qu'aujourd'hui, elle est devenue contre-productive pour lutter contre le terrorisme, donc ma réponse serait plutôt oui, effectivement. Donc, sortir ? Oui. Et ça ne poserait pas des problèmes diplomatiques ? Mais moi, je ne réfléchis pas à des problèmes diplomatiques, je réfléchis à des problèmes d'efficacité, de crise démocratique. La démocratie nationale est en crise aujourd'hui parce que nous ne sommes plus capables de répondre aux attentes des Français. Alors, vous êtes candidat à la présidence des Républicains. Le premier tour aura lieu le 10 décembre. Qu'est-ce qui vous distingue de Laurent Wauquiez, qui est présenté comme le favori ? On se dit que, finalement, vous êtes tous les deux bien à droite, bien ancrés. Oui, mais enfin, la droite, ça n'est pas une tablette de chocolat. Il n'y a pas des pourcentages de cacao qui donnent l'amertume. Vous avez plus de cacao, vous, non ? Je ne sais rien. Moi, je suis un gaulliste. Je ne crois pas qu'il puisse se revendiquer de cette étiquette, puisqu'il vient, lui, à la base du centrisme. Donc, nous avons des profils différents. Nous sommes d'âge semblable, mais de générations différentes, puisqu'il était déjà en politique quand je terminais mes études. Ouais. Et j'ai une attitude beaucoup plus libre. Moi, je crois, si vous voulez, qu'on est parasité par la même classe politique depuis 30 ans et que désormais, il est venu que ma génération prenne les rênes de ce parti, en mettant fin au spectacle auquel... il n'est pas très vieux quand même, Laurent Wauquiez. Non, mais Laurent Wauquiez est très marqué, si vous voulez, par l'influence du sarkozysme. Ouais. Vous n'êtes pas sarkozyste, vous ? Moi, j'ai été conseiller de Nicolas Sarkozy, mais je crois que Nicolas Sarkozy a réussi quelque chose de magnifique en 2007, et désormais que la droite doit écrire un nouveau volume, et pour écrire un nouveau volume de son histoire, elle doit fermer le précédent. Alors, vous vous indignez... Nicolas Sarkozy a arrêté la politique. Vous vous indignez des règles du jeu, parce que ces règles du jeu font que vous êtes obligé d'avoir le parrainage de 13 parlementaires et de 2347 adhérents des Républicains à jour de cotisation. Vous y arrivez ou pas ? Vous allez les avoir ? C'est très compliqué, ça rentre lentement. Les parlementaires, vous les avez ? Les parlementaires, on est quasiment à 13. C'est pour ça que je dis aux gens qui nous écoutent parrainer, en allant voir mon site web ou en écrivant à la haute autorité. Pour les adhérents ? Pour les adhérents, c'est très lent parce qu'en fait, les élus eux-mêmes ne veulent pas trop s'engager. Il y a une forme de frilosité et en fait, qui est le masque de du diagnostic que je donne. C'est-à-dire que ce parti est un astre mort, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'envie d'être ensemble. Et c'est ça le vrai sujet. C'est un astre mort et vous voulez en devenir le président, vous ? Oui, parce qu'on peut planter. D'accord. En faisant avec de bonnes graines. D'abord, en regardant le débat en face, nous ne sommes pas d'accord sur l'Europe, sur l'avenir de la décentralisation, sur la politique économique, sur les questions identitaires et culturelles. Donc vous plaidez pour une confédération de 2 partis ? Parfaitement. Nous avons testé le parti unique, ça ne fonctionne pas. Je propose donc un parti de système, un parti de famille. Donc on revient au RPR et à l'UDF ? Non, parce que ce ne seraient pas 2 partis différents, ce serait un même parti, mais avec des étiquettes différentes et un président unique, un triumvirat à la tête du parti. Alors, en tout cas, un candidat unique à la présidentielle. Et ça serait quoi ça serait quoi les 2 sensibilités ?
Grosso modo, là, plutôt une droite libérale, effectivement assez pro-européenne, pro-fédéraliste en tout cas, et puis une droite jacobine, et une droite plutôt RPR. Oui, d'accord. Voilà, qui, elle, pourrait en tout cas être mieux identifiée pour des électeurs qui autrefois étaient au RPR et qui sont désormais partis au Front National. Si vous étiez le président, si vous devenez le président des Républicains, vous proposerez ça? Oui, je le proposerai. D'abord, je proposerai un débat en interne. Je verrai avec, je dirais, les cadres du parti s'il y a d'autres solutions de réorganisation. Et je ferai trancher ça par l'ensemble des militants. Est-ce que vous changez le nom des Républicains? C'est un problème de cosmétique. On n'est pas une marque de yaourt. Est-ce que vous changez de siège? S'il le faut pour des raisons économiques, on donne des leçons à la terre entière sur la bonne gestion des affaires de la France. Commençons par essayer de bien gérer le parti politique. Et moi, si vous voulez, les grands sièges avec des grandes salles, quand je vois que dans mon département, on n'a même pas de permanence, même pas de permanent, je préférerais donner des moyens aux fédérations pour vivre sur le territoire, quitte à avoir un siège plus petit. Je me rappelle que la rue de Lille était un petit immeuble et on se portait très bien. Donc vous seriez plutôt favorable à un déménagement? Je pense qu'il ne faut pas d'idéologie à ce sujet-là. D'accord. Vous ne m'avez pas répondu. Vos parrainages? On est aux alentours de 700. Vous voyez, vous avez encore beaucoup de chemin. Oui, on a beaucoup de chemin. C'est pour ça qu'il reste 11 jours. Mais en même temps, quand on envoie les formulaires une semaine après le 11 septembre, on a lancé les choses. Le 18, les gens ont eu le formulaire. Depuis 3-4 jours, on reçoit à peine les premiers formulaires, vous savez, dans les journaux qu'on a envoyés à tous les adhérents. La communication n'est pas faite de manière massive. Et puis, surtout, on n'a pas de budget. Et moi, je n'ai pas accès aux fichiers. Allez, donc... Et Wauquiez, il a accès au budget, lui? En tout cas, moi, je reçois les mails de Laurent Wauquiez, mais aussi de Maël de Calan, de Florence Portelli. Les adhérents peuvent voir que je n'envoie pas de mail, donc c'est que je n'ai pas accès aux fichiers. Et pourquoi vous n'avez pas accès à votre fichier? Il suffit de demander. Non, parce que c'est refusé. Officiellement, les candidats n'ont pas accès aux fichiers. Ils peuvent se le procurer par d'autres moyens. Alors pourquoi Florence Portelli, elle l'a Ah ça, il faudrait demander à Florence Portelli. Je ne suis pas son porte-parole. On dit que Wauquiez va gagner parce que c'est plus connu, parce que les autres ne sont pas très connus, voire inconnus. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, s'il n'y a qu'un seul candidat sur la ligne de départ le 11 octobre, je peux vous assurer qu'il sera élu. Mais est-ce qu'il sera élu dans de bonnes conditions? La date limite des parrainages. Mais je crois qu'au contraire, s'il y a un débat, on pourra sortir, si vous voulez, des anathèmes, Laurent Wauquiez trop à droite, etc., qui ne veut rien dire. Dans un parti de droite, être à droite, moi, ça me semble normal. C'est un début, un bon début. Et on pourra débattre des sujets. Et on pourra débattre de nos divergences. Parce que, par exemple, sur les questions européennes, Laurent Wauquiez n'est pas très clair sur l'issue de l'Union européenne. Et moi, je dis très clairement que je ne veux pas... C'est quoi votre Europe, à vous? L'Europe des nations, je ne veux pas d'un empire européen. Moi, l'Europe de Charlemagne... Donc vous êtes très très loin des idées d'Emmanuel Macron là-dessus? Tout à fait à l'opposé. Et je crois d'ailleurs qu'il va tuer l'Union européenne en voulant créer des listes transnationales, parce que quand vous avez 50% des gens au premier tour, au premier tour de l'élection présidentielle, qui votent pour des partis protestataires, c'est agiter un mouchoir rouge que de leur expliquer qu'ils ont tort et qu'il faut accélérer la cadence. Julien Aubert, président des Républicains, il organise une primaire pour la prochaine présidentielle? Non, certainement pas. Les primaires ont été un très mauvais scrutin. En revanche, un collège électoral ad hoc composé des représentants des militants, c'est-à-dire des conseillers nationaux et des élus du parti, maires, conseillers départementaux, conseillers régionaux, oui. D'accord. C'était le talk de Julien Aubert, député du Vaucluse, candidat à la présidence des Républicains, mais il ne reste plus que 10 jours pour qu'il obtienne ses parrainages et il y a encore du travail. Et maintenant, avec Marie-Amélie Putalaz, nous allons poser vos questions, chers internautes, dans quelques secondes. Marie-Amélie, bonjour. Bonjour. Alors, on a pas mal d'internautes qui vous ont découvert à l'occasion de cette nouvelle campagne. Et j'ai suivi le parcours dans nos commentaires d'une internaute qui s'appelle Little Flower et qui s'est intéressée à adhérer spécifiquement pour pouvoir vous soutenir. Et elle dit je viens d'adhérer et comme je suis une nouvelle adhérente, impossible pour moi de vous soutenir. Est-ce que correct, pas correct? Oui, effectivement, c'est malheureux, mais ce sont les règles. Parce que c'est quoi la règle? Avec un collège qui a été fixé, en fait, électoral, fixé au 30 juin pour ceux qui avaient pris leur première carte, ou au 30 décembre 2016 pour ceux qui renouvellent. Enfin, si on était adhérent en 2016, on peut voter. Mais en tout cas, les nouveaux adhérents ne peuvent pas voter, ce qui est dommage d'ailleurs pour profiter de cette élection. Mais je compte bien poursuivre le combat, quelle que soit l'issue du 11 octobre, pour faire revivre les idées gaullistes et une forme d'authenticité dans un parti qui en manque sincèrement. Vous restez aux Républicains si vous Moi, ne pouvez pas vous présenter? Je suis fidèle. Je crois que si vous voulez, changer de parti ne rime à rien. Il faut changer les choses de l'intérieur.
Dans cette même veine, du coup, plusieurs de nos internautes se sont intéressés à votre positionnement. Tout à l'heure, vous en parliez pendant la première partie de l'interview par rapport à Laurent Wauquiez. Et on a Verveine, qui est une internaute fidèle, qui nous dit mais Julien Aubert, c'est le pont idéal avec ce qui est la nouvelle extrême droite. Il ferait mieux de soutenir Laurent Wauquiez pour asseoir la base idéologique du parti. On n'est pas d'accord, surtout avec Laurent Wauquiez. Dans un parti politique, on a forcément des choses qui nous rassemblent, Dieu merci. Et contrairement à certains de mes adversaires, moi je ne tape pas, si vous voulez, sur les uns et les autres. Mais avec Laurent, nous avons des points de divergence. Sur l'Union européenne, c'est quelqu'un qui était très pro-européen, très fédéraliste, centriste, il y a 4-5 ans, qui tient un discours. Mais en 2012, par exemple, sur le traité budgétaire européen, il a voté pour les transferts de souveraineté, j'ai voté contre. À partir du moment où j'explique aux gens qu'il faut au contraire arrêter cette course folle, eh bien j'en prends, si vous voulez, j'en tire les conséquences. Et sur la décentralisation, je crois que ces grandes régions sans âme, c'est une erreur. Je ne suis pas certain qu'on aura la même position. Je défends la commune, alors que certains sont favorables aux intercommunalités. Sur la transparence, je considère que c'est un faux problème. Le vrai sujet, c'est l'efficacité de la démocratie. Donc nous avons des points de divergence, ce qui ne nous empêche pas d'avoir des points de convergence. On a surtout une grosse divergence, c'est qu'il m'a enlevé certains de mes parrains parlementaires, et je crois que ce n'est pas non plus une bonne méthode de vivre cette campagne. Je ne sais pas, il faudrait lui demander. Je crois qu'il a une envie aussi d'avoir une forte légitimité. Et moi, je maintiens qu'il ne devrait pas avoir peur de moi et peur du dialogue et peur du débat. Donc, parce qu'on ne peut pas parrainer 2 candidats. Non, quand on est un parlementaire, on ne peut parrainer qu'un seul candidat. On a Anne qui s'est intéressée à votre opposition, à votre abstention au vote de discours de politique générale d'Édouard Philippe, et qui aimerait savoir pourquoi. Très simplement parce que l'abstention au Parlement, ça n'est pas l'abstention du citoyen. C'est pas on ne va pas voter, c'est qu'en fait on nous propose 3 solutions, vote pour, vote contre ou abstention. Donc c'est un vote, mais c'est un vote pour dire qu'on s'abstient. Et donc en réalité, la confiance, c'est voilà, non, c'est la défiance. Moi, je suis favorable à certaines orientations en matière éducative, par exemple. Je voulais laisser voir, notamment sur les ordonnances de travail, ce qu'ils feraient. Donc je ne pars pas systématiquement, je ne suis pas dans la majorité, mais je ne pars pas d'une option de défiance par principe congénital. Parce que savoir s'opposer, c'est quelque chose que la droite doit apprendre. Et malheureusement, quand on critique l'opposition, c'est qu'elle est pavlovienne et qu'elle dit « un jour mon tour viendra, je récupérerai le pouvoir ». Donc tout ce que fait le type actuellement, c'est faux. On a vu sous Hollande ce que ça a donné. Dernière question. Oui, on a Myriam qui demande quel est le petit badge que vous avez à votre Alors veste. depuis 2012, depuis que je me suis lancé en politique, je porte la Croix de Lorraine, et donc c'est parce que c'est mes idées, et donc c'est le Rassemblement Bleu Lavande, association qui soutient mon action, auquel on peut adhérer d'ailleurs pour m'aider dans cette campagne. Merci de m'en faire la publicité, et qui défend le retour des valeurs gaullistes en politique. Croix de Lorraine sur Mont Ventoux. Vous faisiez quoi avant de faire la politique? Je suis magistrat de la Cour des comptes. Voilà. Merci Julien Aubert, merci à vous, chers internautes, d'avoir posé vos questions. Merci Marie-Amélie Putalaz de vous être fait la médiatrice de ces mêmes questions. À demain pour de nouvelles aventures.